Abou Ali a 84 ans. Il fait partie des Aïwaïdés, l'une des tribus bédouines principales de la région de Wadi Rum, au sud de la Jordanie. Avec ses petits-fils, il est venu assister à la course qui se tient chaque année aux portes du désert. Des courses, il en a vu des centaines. Il a toujours aimé ça. Mais depuis quelques années, ces spectacles lui laissent un goût amer. Où sont les cavaliers qui autrefois chevauchaient l'animal? Pourquoi tant de voitures et tant de poussière? Ils ne savent pas dresser leur dromadaire, ceux-là. Regarde celui-là, il est parti avant tout le monde. Aujourd'hui, le vieil homme est inquiet. Les Bédouins abandonneraient-ils leur fidèle monture? Il sait qu'alors, c'est leur identité qu'ils seraient en train d'oublier. Ton animal a-t-il bien couru? La course s'est bien passée, elle a gagné. Elle a bien gagné. Oui, oui. C'est quoi ça, à la place du cavalier? C'est un robot. C'est mieux que de mettre un cavalier, c'est plus sûr. Il marche avec une télécommande. Ça marche comme ça exactement. Oui, avec la télécommande. Dès que la course commence, on utilise la télécommande pour activer la cravache. Ça le fouette tout seul, donc. Oui, et ça le fouette automatiquement. Vous contrôlez donc l'animal avec une télécommande? Que Dieu nous donne la force. Il y a 2 ans, les fils d'Abou Ali ont convaincu le vieil homme de venir s'installer auprès d'eux au village. Le vieil homme a accepté. Il est trop âgé désormais pour vivre seul dans le désert. D'autres ont fait de même, et peu à peu le désert s'est vidé de l'âme des Bédouins. À l'image de ces robots qui remplacent le temps d'une course, les cavaliers d'autrefois, les traditions du désert se perdent doucement. Pour Abou Ali, il n'est pas question que les Bédouins oublient d'où ils viennent et ce qu'ils sont. Depuis qu'il est au village, il se fait un devoir de se rendre régulièrement à leur rencontre lorsque certains ont besoin de ses précieux conseils. C'est pour soutenir ce genre d'initiative et préserver la coutume que l'UNESCO a classé en 2005 l'espace culturel des Bédouins de Petra et Wadi Rum parmi les chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel. Conformément à la coutume, c'est avec le café que l'on accueille un invité de marque. Une première tasse en signe de bienvenue. Une seconde pour célébrer le courage de celui qu'ils reçoivent. Et une troisième pour le plaisir. Ce partage du café marque le lien vital qui unissait autrefois les tribus nomades. Accepter la première tasse, c'est aussi s'engager à écouter la requête de son hôte. Abou Ali, la vie sous la tente ne te manque-t-elle pas maintenant que tu vis au village? Mes enfants sont installés là-bas et aujourd'hui ils construisent une maison pour ma femme et moi. Il faut penser à nos petits-enfants et à leur éducation. Oui, mais maintenant que tu as la télévision et l'électricité, tu viens nous rendre visite moins souvent. Non, mon ami, la culture bédouine vit toujours en moi. Abou Ali, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que l'une de mes femelles va bientôt mettre bas. J'aimerais que tu sois là pour m'aider à prendre soin du nouveau-né. Ne te fais pas de soucis. Si Dieu le veut, tout se passera bien. Doucement, doucement. Dans le désert, la naissance d'un dromadaire est un événement capital. L'animal, symbole de richesse, fut longtemps la seule ressource des tribus nomades et la garantie de leur survie. ابو محمد اشرب الله يطرح لك اشرب يلا سنة انت لا هي الطيحات لابد منها بس هذا ابعد هي الطيحات ابعد
بسم الله توكلوا على الله يلا الله يعطيك الحمد لله الساعة خلصت بسلام يلا توكل يعطيك العافية الله يعافيك الله يعطيك هات اللبن هات الحليب يلا توكل À des dizaines de kilomètres de Wadi Rum, dans un vaste dédale de grès rose aux parois gigantesques, un petit garçon et son grand-père cheminent vers l'un des sites les plus prestigieux de Jordanie. Redécouvert par les Européens au début du 19e siècle, après être tombé dans l'oubli pendant des centaines d'années, ce joyau de l'Antiquité a gardé intact tout son mystère et sa majesté. Pétra, capitale des Nabatéens. La beauté stupéfiante de l'édifice témoigne de la grandeur de ce peuple aujourd'hui disparu. Zed a 9 ans. Il est né dans ces rochers. Aujourd'hui, il est temps pour lui de découvrir les secrets de la cité de pierre. Zed, regarde bien. Tu vois le rond là-haut? C'était le symbole des Nabatéens. C'est ici qu'ils venaient prier leur Dieu. Il y a presque 50 ans, moi et les autres bédouins de Pétra avons aidé à réparer ces colonnes. Tu as habité ici? Oui, dans une grotte pas très loin, mais il y a bien longtemps maintenant. Créée à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les montagnes de Chara, Pétra atteint son apogée au 1er siècle de notre ère. C'est l'époque à laquelle sont sculptés à Même-la-Roche la plupart des édifices monumentaux de la cité, et plus tard, le théâtre contenant plus de 3000 places. Véritable carrefour commercial, édifié au cœur du désert sur la route de l'encens, la métropole nabatéenne offre un asile sûr aux immenses caravanes qui sillonnent alors le Moyen-Orient. Après une série de violents tremblements de terre, la ville déjà affaiblie par la domination romaine est à moitié détruite. Les habitants abandonnent alors peu à peu Pétra aux djinns, les esprits malfaisants du désert. Classé au patrimoine mondial depuis 1985, Pétra est devenu le site le plus visité de Jordanie, accueillant chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Si les Bédouins ont déserté le site, la grande majorité d'entre eux viennent cependant y travailler quotidiennement. Zed fait partie de la tribu des Bdouls et des quelques rares familles vivant encore au sein du parc archéologique. S'il n'est encore qu'un enfant, il sait bien que le temps des Bédouins de Pétra est celui de la reconversion. Lui aussi aimerait bien profiter des nombreux touristes pour gagner un peu d'argent. Ces visiteurs, nomades des temps modernes, ont remplacé les grandes caravanes d'autrefois et fournissent aux Bédouins leur principale source de revenus. À leur âge, les petits Bédouins n'ont que leurs ânes à proposer aux touristes. Sans grand succès. Les enfants savent bien que leurs petits ânes prêtent à sourire. Ce que les touristes sont venus chercher ici, c'est le grand vaisseau du désert, chameaux et dromadaires. Il nous faut un chameau. Les chameaux sont mieux. Oui, c'est mieux. Il faut qu'on change. Les touristes, ils ne veulent pas de nos ânes. Ils veulent des chameaux. En plus, ils peuvent donner du lait. Quand je serai grand, moi, j'aurai plein de chameaux. Mais tu sais même pas monter dessus. Si, je peux. Tu parles? Si. Naturelles ou artificielles, les grottes de Pétra ont d'abord servi d'entrepôt aux caravaniers. Comprenant l'intérêt stratégique de cette forteresse naturelle située au fond d'une vallée protégée,
Les anciens nomades se sont peu à peu sédentarisés. Ils ont alors construit des édifices à la mesure de leur prospérité grandissante. Temples gigantesques, tombeaux magnifiques, ou maisons d'habitation. Pour Z et ses amis, certaines d'entre elles sont devenues aujourd'hui un simple terrain de jeu. Vivre dans les grottes est une chose, mais qu'en est-il lorsque celles-ci deviennent monuments historiques? C'est pour sauvegarder les édifices que le gouvernement décida de reloger les Bédouins troglodytes à l'écart du site. Si la majorité d'entre eux ont accepté les maisons modernes qu'on leur offrait au village voisin, quelques rares familles, comme celle de Z et d'Abou Lafi, occupent toujours les grottes de leurs ancêtres. Dans un environnement demeuré intact, à l'abri des touristes et de la modernité, les Bdouls mènent la vie simple et rude des bergers d'autrefois. Nos ancêtres vivent ici depuis bien longtemps. Et nous aussi, aujourd'hui, nous continuons à vivre dans ces grottes. Tant que nous vivrons ici et qu'il restera des Bédouins dans Petra, le site sera toujours protégé. Nous sommes là jour et nuit et nous pouvons surveiller tout ce qui se passe. Si un étranger fait quelque chose d'inhabituel ou se perd, nous pouvons informer les autorités rapidement. J'aime vivre ici. Ces grottes sont extraordinaires. Elles sont adaptées au climat du désert. Lorsqu'il fait froid à l'extérieur, il fait chaud dedans. Et à l'inverse, en pleine saison sèche, on y trouve la fraîcheur. C'est encore mieux que l'air conditionné. Les enfants sont de retour. La journée n'a pas été très bonne pour les petits guides en herbe. Si Z ne maîtrise pas encore très bien l'art d'alpaguer les touristes, il ne manque pourtant pas de ressources. Auprès de son père, il trouve toujours comment obtenir les dinars tant convoités. Vivre dans les grottes, c'est vivre loin de tout, et surtout du village où sont désormais regroupées les autres familles. Là-bas, il y a une école. Le frère de Z y va tous les jours. C'est le seul enfant de la famille à aimer s'y rendre. Ses livres et ses cahiers ne manquent pourtant pas d'exciter la curiosité de Z et des autres enfants de la famille. Les professeurs, ils t'apprennent des choses, ils te donnent des livres et même, il paraît que parfois, ils te donnent de l'argent. Pourquoi tu vas pas à l'école? Je préfère rester avec les moutons. Et toi, pourquoi tu n'y vas pas? J'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Moi, j'aime donner à manger aux animaux, être dehors et jouer. Z n'aime pas l'école. Il ne voit pas l'intérêt d'apprendre des choses qui ne servent à rien. Il préfère jouer, se balader avec son âne, vivre au grand air, apprendre avec son grand-père. Il aime être dehors. Z aime s'occuper des animaux.
Il aide sa mère à prendre soin des troupeaux. Les chèvres et les moutons n'ont aucun secret pour lui. Et quand on vit dans le désert, c'est bien plus important que de savoir lire et écrire. Z est un vrai petit bédouin. La nature est son domaine. Son savoir, il le tient de ses ancêtres, transmis à lui par ses parents et grands-parents. Il connaît de Petra ce que les bédouins du village sont en train d'oublier. Il est la mémoire vivante de la cité antique. Et ce qu'il sait, on ne l'apprend pas dans les livres. Mais la vie en pleine nature n'est pas sans danger. Animaux venimeux, hyènes, loups et mauvais esprits partagent avec les hommes la vieille cité abandonnée. Un scorpion, ça s'attrape comme ça. Ils sont très dangereux avec cette queue. Les mamans, quand elles ont un bébé, elles le mélangent avec leur lait. Il faut d'abord le brûler et ensuite tu mélanges les cendres avec le lait. Comme ça protège les bébés. Regarde, il essaye de partir. Z, lui, ne craint plus les scorpions. Il sait qu'il a été protégé. Comme elle l'a fait pour lui et ses frères quelques années plus tôt, sa mère effectue aujourd'hui pour sa dernière petite sœur le rituel qui la protégera contre les piqûres de l'insecte. Pour vivre dans la nature, il faut en connaître ses secrets, le pouvoir des plantes ou de certains animaux. Mais la sédentarisation des bédouins les pousse à oublier cette médecine traditionnelle transmise oralement de génération en génération. Chez les bédouins, c'est en observant les gestes des aînés que l'on apprend. Une fois réduite en cendres, la poudre de scorpion sera appliquée à même le sein, juste avant la tétée. Mélangée au lait maternel, elle est censée immuniser l'enfant contre le venin mortel. Seules les familles vivant encore à proximité du désert perpétuent ces rituels hérités d'un lointain passé. Dans les villes, où la parole des imams s'est radicalisée, les bédouins ne se permettent plus de pratiquer des traditions jugées contraires à la religion. Cet isolement, s'il permet à certaines familles de garder vivantes leurs traditions ancestrales, peut aussi devenir un piège pour la famille d'Aboulafi. Il sait que là-bas, au village, le monde change sans même que l'on s'en aperçoive.
Pourquoi Zed ne va pas à l'école? Mais nous avons essayé, mais il n'a pas voulu. Il trouve que c'est trop loin. Quand il partait pour l'école, il faisait demi-tour dès la moitié du chemin. Ça lui fait peur. Il faut l'encourager à essayer encore. On a tout essayé, mais il ne veut pas. Il s'y est jamais habitué, il a peur d'y aller tout seul. Mais ce n'est pas normal. Moi, quand j'étais jeune, je marchais 40 km pour aller à l'école. Entre nous, Abou Lafi, c'est aussi qu'il nous aide ici depuis qu'il a quitté l'école. Il s'occupe des troupeaux, il nourrit les chameaux. Il nous aide beaucoup. Mais l'éducation est bien plus importante que les moutons aujourd'hui. Il ne veut pas y aller. Dès qu'on l'envoie à l'école, il revient tout de suite. À quoi ça sert? Quel avenir y a-t-il aujourd'hui pour un enfant comme Zed? Abou Lafi aimerait trouver une solution pour aider son petit-fils. S'il avait son propre dromadaire, peut-être deviendrait-il un bon guide. Après tout, peu d'enfants connaissent Petra mieux que lui. À Wadi Rum, Abou Ali est venu, comme promis, prendre des nouvelles du petit dromadaire né il y a quelques jours. Abou Ali, peux-tu regarder ses crottes? Il se porte bien? Très bien, il n'y a aucun problème. C'est un don de Dieu. Que Dieu bénisse le propriétaire de ce dromadaire. Depuis quelque temps, Abou Ali multiplie ses visites aux nomades. Le désert lui manque. Aujourd'hui, Abou Ali et sa famille reçoivent la visite de Madame Al-Zawaïdeh, responsable locale du Joroud. Cet organisme travaille sous l'égide de l'UNESCO à la sauvegarde du patrimoine culturel bédouin. Sa visite au vieil homme est pour elle l'occasion de rassembler des informations sur la vie des nomades. Elle connaît le désir d'Abou Ali de transmettre son savoir et aimerait collaborer avec lui. Abou Ali, je travaille pour le Centre hachémite pour le développement. Comme vous le savez peut-être, notre travail est de relier les gens avec leurs traditions. Il y a un organisme qui travaille avec nous qui s'appelle l'UNESCO. On s'intéresse aux cultures et aux traditions anciennes. C'est pour cela que nous nous intéressons beaucoup aux personnes âgées, car elles ont beaucoup vécu et peuvent faire perdurer ces traditions. Nous savons bien par expérience que les enfants ne savent pas grand-chose sur la tradition des Bédouins. Nous aimerions organiser un événement pour leur montrer comment on construisait les tentes et l'organisation de la vie sous celles-ci. Ils ne savent rien. La fabrication du café, la fabrication du pain. Oui, on pourrait leur montrer tout ça. De quoi aurions-nous besoin pour organiser cela? Si Dieu veut, nous sommes prêts à vous aider. La tente, je peux la fournir, grâce à l'aide des femmes qui travaillent dans notre centre. Nous, on peut amener l'eau et le bois. Le centre que dirige Madame Al-Zawaïdeh fait aussi office d'école maternelle pour le village. Dans le cadre de ses activités, elle enseigne aux petits bédouins ce qui fait la richesse de leur patrimoine culturel. Au programme d'aujourd'hui, la fabrication des vastes tentes dans lesquelles vivaient leurs ancêtres. Avec le dromadaire, la tente est le second pilier de la culture nomade. Savez-vous ce que la femme est en train de faire? Une tente! Et à quoi ça sert? Pour y habiter. Savez-vous comment c'est fait? Avec des poils de dromadaire. Non, pas ceux du dromadaire. Des chèvres? Oui, avec les poils des chèvres. Avec les poils, on fait des fils comme ça. Quelqu'un a déjà vu sa grand-mère faire ça? Oui, moi j'ai déjà vu. Moi j'ai jamais vu. Savez-vous combien de temps ça prend pour faire une tente? 2 jours. 2 mois.
Les plus grandes peuvent faire 15 mètres de long et ça prend 6 mois pour les tisser. Avez-vous déjà vécu sous la tente en hiver? Oui. Est-ce que la pluie passait à travers? Non. Non, car la tente est imperméable. Parce que les fils, lorsqu'ils sont mouillés, se gonflent et se serrent les uns aux autres. Comme ça devient imperméable. Et l'été, comment ça fait? Vous y êtes déjà resté l'été? Et c'était comment? L'air est frais. Oui, frais. Et le soleil ne peut pas y entrer. Abou Lafi a fait le voyage de Petra à Wadi Rum. Il est venu acheter un dromadaire pour Z. La réputation des animaux de Wadi Rum n'est plus à faire, mais pour être sûr de son choix, il a demandé à Abou Ali de lui donner conseil. Cette chamelle, je la connais bien. Elle vient d'une très bonne lignée, c'est un bon animal. Bien, bien. Elle est bénie des dieux. Elle ne te trahira pas. Tu penses qu'elle s'adaptera bien? Oui, je te le garantis. Elle n'est pas agressive? Lorsque tu lui mettras la selle, tu pourras avoir la confiance de Dieu. Nous donne-t-elle aussi du lait? Oui, elle te donnera aussi du lait. Quel est son prix? Elle coûte 1500 dinars. Si tu rajoutes un peu, elle est à toi. Je ne peux payer que 1500. Non, augmente un peu. Non, je te donne 1500. Augmente. J'augmente de 50. Non, ça marche pas. Ce n'est pas un bon prix. Augmente encore. Je te l'achète à 1550. Augmente encore. Alors, je te donne 200 de plus. Ok. Je te donne 1700. Que Dieu te bénisse. Le marché est conclu. Abou Lafi va pouvoir apprendre à Z à dresser l'animal. Domestiqué depuis près de 3000 ans, le dromadaire a été le pilier fondateur de la société nomade. Admirablement adapté à son milieu naturel, il a permis aux tribus bédouines non seulement de se déplacer dans le désert, mais aussi de transporter des marchandises, favorisant ainsi leur développement économique et social. Un dromadaire adulte peut porter jusqu'à 100 kg de charge et parcourir 40 km par jour. Sa physiologie lui permet de résister aux milieux les plus arides. Il peut ainsi se passer de boire durant 3 semaines et absorber en 3 minutes plus de 200 litres d'eau d'un seul coup. Le dromadaire a également joué un rôle déterminant dans la survie des Bédouins, en leur fournissant de la viande, du lait, de la laine et une monnaie d'échange. Avant d'amener le jeune dromadaire au campement, Abou Lafi le conduit dans un endroit retiré, où l'animal restera plusieurs semaines, le temps de s'habituer à son nouveau maître. Pour Abou Lafi, quel que soit l'impact de la modernité sur son mode de vie actuel, rien ne devrait détruire le lien fondamental qui unit le bédouin au dromadaire. Z, approche-toi. J'ai acheté un dromadaire pour toi. J'aimerais t'apprendre à le dresser. Z,
Ce dromadaire, lorsqu'il est dans sa première année, nous l'appelons Massas. Ça veut dire qu'il boit encore le lait de sa mère. La seconde année, on l'appelle Mafroud. Il est séparé de sa mère. La troisième année, on l'appelle Marbout. Là, tu peux l'attacher et l'amener avec toi pour commencer le dressage. Ensuite, la quatrième année, on l'appelle Rabat. Tu pourras alors le monter. Lorsque tu marcheras avec lui, si tu croises quelqu'un et qu'il t'appelle, surtout contente-toi de le saluer et poursuis ton chemin. Ne t'arrête jamais, sinon cela va nuire au dressage. Lors du dressage, ton dromadaire va s'habituer à toi. Si tu l'abandonnes, même un instant, il n'aura plus confiance en toi et tu devras tout recommencer depuis le début. Voilà, doucement. Chaque jour, Z est venu prendre soin de son dromadaire, qu'il reconnaît maintenant comme son maître. L'enfant peut désormais conduire l'animal chez lui. Sur le chemin, il ne se détournera pas pour saluer ses voisins, ne répondra à aucune invitation, comme le lui a conseillé son grand-père. Z a gagné la confiance de son animal. Il est prêt maintenant à l'enfourcher pour la première fois. Allez, monte, petit. Voilà. Doucement. Tiens-toi ici. Non, non, pas comme ça. Tu n'es pas obligé de le tenir. Si ton animal n'est pas bien, accroche-toi. Mais si tu te sens à l'aise, tu pourras te détendre et le lâcher. Il ne meurt pas? Ça peut arriver, s'il croise un autre animal, par exemple. Lorsque tu seras prêt, je t'emmènerai là-haut, sur le sommet de cette montagne. Nous irons passer la nuit au sanctuaire du prophète Aaron. Tu es d'accord? À Wadi Rum, les fils d'Abou Ali préparent le départ. La tente que la représentante de l'UNESCO a fait tisser pour l'occasion est prête. Le vieux bédouin et quelques membres de sa famille peuvent désormais partir à la rencontre des populations dont le patrimoine est menacé. Le voyage, qui durait autrefois plusieurs jours à dos de dromadaire, ne prendra aujourd'hui que quelques heures. L'appel des nomades. Après 2 ans passés au village, Abou Ali, enfin, va retrouver son désert.
Arrivés à destination, les hommes déchargent la lourde tente. Premier impératif, trouver l'emplacement idéal. Un terrain plat, une vue dégagée et agréable au regard. Les Bédouins appellent leur tente Bet al-Shahar, ce qui signifie la maison en poil de chèvre. Une façon de souligner le lien particulier qui unit les nomades à leurs troupeaux. La nouvelle de l'arrivée d'Abou Ali et de sa famille se répand rapidement parmi les Bédouins troglodytes de Petra. Le montage d'une tente est un événement important, entouré d'une joyeuse effervescence. Les familles viennent souhaiter la bienvenue à leurs nouveaux voisins. Comme autrefois, hommes, femmes, enfants, grands et petits, participent au montage et à l'aménagement de la tente. Abou Lafi arrive à son tour. Pour lui, l'événement revêt un caractère d'autant plus important qu'il lui rappelle une époque pas si lointaine où les Bédouins nomades venaient régulièrement installer leur campement à proximité de Petra. Et comment oublier qu'au temps de sa splendeur, c'est la ville tout entière qui était entourée de tentes et de troupeaux. La tente est composée d'étroites bandes de tissu cousues entre elles. Seules les parties usées sont remplacées au fil du temps. La fabrication d'une tente complète est donc assez rare. Ce sont les femmes qui se chargent de leur confection et de leur entretien. Mais ce sont surtout les hommes qui assurent le montage proprement dit de la tente. Avance, avance. C'est trop court ce qu'il a dans les mains, lui. La tente mesure environ 6 mètres de long, 3 mètres de large et 2 mètres de haut pour permettre à ses habitants de s'y tenir debout. Lors du montage, la tente est orientée vers l'est pour capter la chaleur du soleil levant et protéger des puissants vents du nord. Les gestes doivent être précis et coordonnés. En tant qu'homme d'expérience, c'est Abou Ali qui supervise la construction. Une fois montée, la tente est séparée à l'aide de tapis en plusieurs chambres dont le nombre varie entre 2 et 7. Certaines pièces, parfois entièrement cloisonnées, sont exclusivement réservées aux femmes ou aux hommes. D'autres, ouvertes sur l'extérieur, servent à recevoir les invités. Avec le sang des chèvres sacrifiées, Abou Ali dessine l'emblème de sa famille sur l'une des parois de la tente pour signifier que l'installation est terminée. La préparation du repas peut commencer. Après la tente et les dromadaires, l'hospitalité représente le 3e pilier de l'espace culturel des Bédouins. Elle répond à une nécessité vitale d'entraide. Dans le désert, un voyageur isolé est assuré de la protection de ses hôtes pendant les 3 jours qui suivront son départ. 3 jours nécessaires à l'organisme, selon la coutume, pour digérer le sel contenu dans le repas offert aux voyageurs. 3 jours nécessaires à trouver sur sa route un nouveau campement où se réfugier avant d'atteindre sa destination finale.
ainsi survit-on dans le désert, assuré de savoir que derrière le mirage, à l'ombre des dunes, il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir. L'hospitalité, un devoir pour chaque bédouin, un engagement qui lie chaque homme du désert par le pacte du sel. Les enfants me disent qu'actuellement, c'est le temps de l'éducation, et plus celui de la vie des bédouins. Oui. Mais faut-il pour autant oublier nos coutumes? À vous la fille, avec votre expérience, nous savons tous les deux, par exemple, que le lait des dromadaires nous protège de nombreuses maladies et qu'il est bien plus efficace que n'importe quel médicament. Oui, mieux que tous les vaccins. Autrefois, au printemps, les dromadaires se nourrissaient des plantes médicinales du désert. Et c'est ce qui rendait leur lait si bon pour la santé. De nos jours, au village, les gens ne les nourrissent plus qu'avec du pain ou de la farine. Et ils les laissent tout le temps attachés. Aujourd'hui, les gens négligent les dromadaires. Ils ne devraient pas délaisser la tradition. Oui, même si les gens quittent le désert pour les villages, certains continuent de s'en occuper. C'est important de ne pas oublier ces traditions, car il est possible qu'un jour nous retournions à la vie bédouine. Oui, c'est possible. Un jour, nous briserons ces chaînes. Pour les familles des vieux bédouins, c'est l'occasion de renouer pendant quelques jours avec la vie de leurs ancêtres et de transmettre aux plus jeunes une tradition plusieurs fois millénaire. Le repas de fête, appelé mansaf, est accompagné du pain traditionnel, le shraak, cuit sur un poêlon bombé. Ces coutumes qui semblaient vouées à disparaître trouvent aujourd'hui un nouveau souffle. L'une des conséquences inattendues du tourisme sur le patrimoine culturel bédouin, c'est la demande croissante de dromadaires dont l'élevage commence à nouveau à prospérer. De même que le désir des étrangers de dormir dans le désert encourage certaines familles à passer une partie de l'année sous la tente. Cette nouvelle source de revenus les encourage à rester en contact avec leur environnement naturel et à garder vivantes leurs coutumes et leur connaissance unique du désert. Pour Z, c'est bientôt la fin de son initiation. Comme convenu, lui et son grand-père sont prêts à partir pour le mont Aharon, le plus haut sommet de Petra. Là-haut seulement, il sera devenu un vrai chamelier. Ce voyage jusqu'au temple est essentiel pour qui prétend vouloir devenir un véritable bédouin. Le destin de Z se lie à celui de son animal. Une lueur d'espoir pour Abou Lafi, qui voit bien en son petit-fils le désir de perpétuer les traditions de la famille. زيد يلا يا زيد. La fidèle monture du désert a enfin retrouvé son cavalier. Le voyage qu'ils entreprennent aujourd'hui, c'est aussi celui de Moïse, qui partit à la recherche de la terre promise, il y a plus de 3000 ans. Sur cette même montagne, Moïse aurait perdu son frère, Aaron,
et l'aurait enterré dans le petit mausolée perché sur le sommet et dont Abou Lafi est le gardien. Le tombeau du prophète a été pendant des siècles un lieu de pèlerinage pour les Bédouins de la région. 2 fois par an, les habitants des grottes, des villages ou des campements environnants, vêtus de leurs plus beaux habits, venaient s'y retrouver pour une journée de paix appelée le Zouara. Chacun oubliait ses différends et participait à construire l'identité bédouine. Entre 2 courses de chevaux, les hommes contaient leurs plus beaux poèmes, chantaient leurs plus belles histoires. Hommes et femmes dansaient au son du rababa, l'instrument traditionnel. Et quand on était tout là-haut, sur le toit du tombeau, les échos de la fête montaient de la vallée. Chants, musique, rires et cris joyeux, des tentes et des troupeaux par dizaines. Regarde cette région comme elle est vide maintenant. Avant, beaucoup de Bédouins vivaient ici. Quand j'avais ton âge, lors du pèlerinage, il y avait des courses de chevaux et de dromadaires. Mais tout ça n'existe plus. Notre époque, c'est de la connaissance et de l'enseignement. Ils ne prennent plus le temps de venir ici. Chacun court après ses intérêts personnels et préfère travailler en ville. Cet endroit a été fait pour nous retrouver tous ensemble. Désormais, tu peux rester ici plusieurs jours et ne voir personne. Tout cela n'existe plus. Tout cela n'existe plus. Mais les vieux s'en souviennent. Ils le disent aux plus jeunes, et ce qu'Abou Lafi raconte à son petit-fils, Zed, ne semble pas vouloir l'oublier. Être bédouin, c'est savoir s'adapter. Si derrière le mirage, le monde change aussi vite, les piliers de la culture bédouine sont encore solides, prêts à soutenir, quelles que soient les tempêtes, l'identité de tout un peuple.